Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais enfin donner un peu de concret dans cette série. On va faire une vraie application du théorème des résidus et on va l'utiliser pour calculer un vrai truc de la vie de la vie de tous les jours. De la vie de tous les jours du matheux quoi, qui est de calculer cette intégrale là. Alors cette intégrale là, vous savez la calculer par exemple si n égale 2, c'est pas spécialement difficile, hein. Ça va juste être une arctangente quoi, donc ça va faire pi sur 2 si je me trompe pas. Si n égale 1, ça diverge, hein, donc c'est pas intéressant. On va s'intéresser à ça si n est un entier qui est supérieur ou égal à 2, de manière à ce que ça converge. Déjà pour 3, c'est un peu plus difficile, il faut faire un peu d'éléments simples, c'est pas super marrant, mais on s'en sort. Pour 4, ça commence à devenir assez sévère. Bon, on peut continuer à s'en sortir, et en fait dans la pratique, on est capable de tout les calculer à la main, si vous voulez, uniquement avec des techniques d'analyse réelle. Mais là, avec le théorème des résidus, on va être capable de les calculer toutes d'un coup, hyper efficacement, et avec une formule extrêmement compacte. Donc voilà, c'est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, de vous montrer à quel point le théorème des résidus, c'est super puissant. Alors, on est parti. Comment on va faire ça ? Je vais utiliser une technique, qui est une technique très classique en analyse complexe dès qu'on fait un peu de résidus, qui va être de choisir un contour, d'intégrer ma fonction sur ce contour, ok, et ensuite, donc, d'utiliser le théorème des résidus sur ce contour-là. Ce que j'appelle un contour ici, c'est un lacet. Hein. Et ensuite, de déformer le contour à l'infini, de manière à faire disparaître certains termes. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Déjà, on va utiliser le théorème des résidus sur la fonction f, qui a z associe 1 sur 1 plus z puissance n. Ok ? Donc déjà, ce serait bien de repérer un peu les pôles de cette fonction, parce qu'on va être amené à les utiliser assez massivement, puisqu'on va faire du théorème des résidus dessus. Les pôles de f, c'est quand z puissance n plus 1 égale 0. Ça, c'est la même chose que dire que z puissance n est égal à moins 1, qui est égal lui-même à exponentielle de pi fois i. Ok ? Et donc finalement, vous obtenez que z est égal à exponentielle de pi i sur n, fois éventuellement une racine de l'unité. Je vous laisse vérifier les détails ici, hein, mais pour résoudre cette équation, vous remarquez que ça c'est une solution particulière, et si vous faites le quotient avec une solution particulière, vous obtenez des racines de l'unité. Et ici, donc vous avez 2 pi i fois k sur n, où k peut être un entier qui va varier entre 1 et n. Ok, donc les solutions, c'est les trucs de la forme 2k plus 1 fois pi i sur n. À quoi ça ressemble dans le plan ? Les racines de l'unité, elles sont disposées comment ? Elles sont disposées de manière à former un polygone régulier. Ok ? Donc là, je trace les racines de l'unité, hein, pas les pôles de f. Les racines de l'unité, par exemple, mettons pour 6, ça va ressembler à cette chose-là. Là, je dessine la racine sixième de l'unité, ça fait un polygone régulier. Et les racines qui m'intéressent, ça va être des racines de l'unité fois un demi-angle, c'est-à-dire avec un demi-angle de plus, où le demi-angle, c'est la moitié de l'angle entre les racines de l'unité. Vous voyez que l'angle entre deux racines de l'unité, c'est 2pi sur n. Okay ? Pour avoir les pôles de f, je prends une racine de l'unité et je me décale d'un angle de pi sur n. Donc en fait, elles vont être intercalées entre, comme ça. Donc en rouge, ça c'est les pôles de f. Et en bleu, c'est racine nème de 1. Donc voilà, on sait à peu près où sont les pôles de f. Maintenant, l'idée, ça va être de calculer cette intégrale quand même. Donc l'intégrale qui nous intéresse, cette intégrale-là, c'est une intégrale en fait qui porte sur ce chemin-là, qui est la droite réelle positive. Ça va être l'intégrale de f le long de ce chemin-là qui nous intéresse. Alors évidemment, nous, on veut faire apparaître un théorème des résidus, donc on veut faire apparaître un lacet. Okay ? Comment on va faire apparaître un lacet ? On peut essayer de compléter ce bazar par autre chose et essayer de le relier. Cette chose-là, ça devient intéressant seulement s'il y a un pôle dans notre lacet, puisqu'on va utiliser le théorème des résidus. Le théorème des résidus, il est utile que s'il y a des pôles dans le lacet. S'il n'y a pas de pôle, évidemment, dans ce cas-là, il n'y aura pas de résidus, et donc on aura juste une intégrale d'une fonction holomorphe qui est nulle sur un lacet qui est contractile. Donc c'est pas intéressant. Donc, nous, on veut mettre des pôles à l'intérieur de notre lacet. Donc on va regarder plutôt cette droite-là, de la même manière. Et on veut refermer.
Donc on va essayer de refermer par un arc de cercle. Ok. Voilà en gros à quoi est censé ressembler une delta C. Alors ici on va mettre un rayon R et on va s'arrêter à un rayon R. Ok. Et on va appeler ce truc là gamma indice R, qui va être un chemin. Alors là attention, vous voyez que là, je veux l'intégrer dans ce sens-là, puis ensuite je tourne, j'intègre dans ce sens-là. Ce petit bout, on l'oublie. Mais ici, ce problème, c'est pas dans le bon sens, donc on va plutôt le faire tourner dans ce sens-là. Alors, on peut essayer de donner une expression de gamma R ici. Hein. Gamma R, ça va être d'abord gamma R de t, ça va être égal à t fois une constante, peu importe laquelle, juste on intègre le long de ce truc. Ok. Ensuite, ici, gamma R de t, ça va être un truc de la forme grand R fois exponentielle de une vitesse de parcours de l'angle, peu importe laquelle, fois t. Alors évidemment, il y a des constantes qui se baladent. Et ensuite, gamma R de t, ça va plutôt être de la forme R moins t fois un angle. Okay, donc le R moins t, c'est parce que je le parcours dans l'autre sens. Donc ici, ça va être fois exponentielle de pi sur n. Okay, mais peu importe. En fait, peu importe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le théorème des résidus à ce chemin-là. Donc ce chemin-là, il consiste à d'abord parcourir cette chose-là, à une vitesse qui m'importe pas beaucoup en fait. Ensuite, à parcourir cet arc de cercle à une vitesse qui, elle aussi, m'importe pas beaucoup. Et enfin, parcourir ce truc-là dans l'autre sens. C'est bien, là, c'est fermé. Il y a un pôle de F dedans. Et donc, on peut appliquer le théorème des résidus. On a donc que et là, pour faire ça, j'ai pas besoin d'expliciter le lacet gamma. Alors évidemment, vous pourriez le faire. Donc par exemple, pour t entre 0 et 1 tiers, vous parcourez ce truc-là. Pour t entre 1 tiers et 2 tiers, vous parcourez ce truc-là. C'est pas hyper marrant à faire, mais vous pouvez le faire. Et enfin, pour t entre 2 tiers et 1, vous parcourez ce truc-là à vitesse constante. Vous pouvez paramétrer les choses. C'est pas difficile, mais c'est pas très intéressant. Le théorème des résidus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'intégrale de f le long de gamma, alors maintenant je vais l'appeler gamma, évidemment je sais que ça dépend de R, mais je vais l'appeler gamma pour simplifier, c'est égal à la somme des résidus de f par rapport au pôle de f fois l'indice du chemin gamma par rapport au pôle, et le tout fois 2pi. Quels sont les pôles qui ont un résidu non nul? Vous voyez que ces pôles-là, ils ne sont pas entourés par le chemin. Donc le chemin fait 0 tour autour de ces pôles-là, donc ils vont avoir un résidu nul. Ils ne sont pas intéressants pour nous. Le seul pôle qui est intéressant pour nous, c'est celui-là. Et celui-là, j'ai dit qu'ils avaient un résidu nul. C'est pas vrai. Le chemin a un indice nul par rapport à ces pôles-là. Parce que le chemin ne fait aucun tour autour de ces pôles-là. Ce pôle-là, en revanche, le chemin fait exactement un tour dans le sens positif. Le chemin fait exactement un tour dans le sens positif autour de ce pôle-là. Donc ici, on a un indice de 1. C'est le seul qui va rester. Parce qu'ici, ce pôle-là, le chemin ne fait que 0 tour autour de ce pôle. Et donc, ici dans la formule des résidus, l'indice va valoir 0. Donc le terme correspondant va dégager. Le seul pôle qui nous intéresse, du coup, c'est celui-là. Et donc, cette formule-là devient l'intégrale le long de gamma de f, c'est 2pi fois uniquement le terme qui correspond à ce pôle-là. Ok, calculons-le. Donc, résidu de f par rapport au pôle exponentiel de pi sur n, c'est le pôle dont on vient de parler, fois l'indice de gamma autour de pi sur n. Mais nous, on vient de dire que autour de pi sur n, le chemin faisait un tour. Donc l'indice ici, ça va être 1. Et vous pouvez le démontrer formellement en déformant ce chemin-là continuellement en un cercle autour du pôle, tout en restant dans C privé du pôle. Et ça vous permet de montrer que ce chemin étant homotope à un cercle, le théorème de la fois précédente vous dit que l'indice c'est bien 1. Mais on va pas le faire, évidemment, parce que c'est pas très intéressant et ça apporte pas grand-chose à la preuve. Donc cette chose-là, si on revient ici, c'est 1. Donc l'intégrale de f le long du chemin gamma, c'est 2pi fois le résidu de f au point exponentiel de pi sur n. Et maintenant, la question qui se pose, c'est c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Alors, regardons f de z. C'est cette chose-là. 1 plus z puissance n, 1 sur 1 plus z puissance n. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder regarder f au voisinage de exponentielle de pi sur n. Vous savez que f de z,
on va dire f de z plus exponentielle de pi i sur n, ça va s'écrire sous la forme une série entière. Une série entière en z, plus le résidu, qui est le truc qui nous intéresse, le tout sur z. Okay, parce que vous voyez que pour z proche de 0, z plus exponentielle de pi sur n, ça va être proche du pôle. Plus éventuellement d'autres termes, un truc, enfin quelque chose sur z carré, plus quelque chose sur z cube, etc. Ok. Mais le truc, c'est que ces termes-là, en fait, ils n'existent pas. Pourquoi ils n'existent pas? Parce qu'en fait, f a un pôle simple. F a un pôle simple en exponentielle de pi i sur n. C'est-à-dire que le pôle qui apparaît là n'apparaît qu'une puissance 1. Vous n'avez pas de terme en 1 sur z moins exponentielle de pi i sur n au carré. Il n'y a pas de terme comme ça, et de même pour la puissance cube, etc. Donc finalement, en fait, il y a juste ce coefficient-là. Donc en fait, dans ce cas-là, f de z plus exponentielle de pi i sur n, c'est une série entière en z, plus le terme qui nous intéresse. Nous, il faut qu'on aille chercher ce terme-là. Comment on va faire? Comment on va faire pour chercher ce terme-là? Eh bien, on va tout multiplier par z ici. Ok. Ça, c'est z fois une série entière en z, plus le résidu. Nous, on veut calculer ce truc-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait tendre z vers 0. Et donc là, dans ce cas-là, ce qui apparaît là, c'est que z fois la série entière, ça va tendre vers 0. Cette chose-là, ça peut ne pas tendre vers 0, attention. Parce que f de z plus exponentielle pi sur n, ça va tendre vers l'infini quand z tend vers 0. Donc on a que le résidu de f par rapport au point exponentiel i pi sur n, c'est la limite, quand z tend vers 0, de z fois 1 plus z plus exponentielle pi i sur n. Le tout à la puissance n. Et ça, c'est intéressant pour nous, parce que ça va faire apparaître une dérivée. Alors, je me permets de remplacer z tend vers 0 par un z tend vers exponentielle pi i sur n, et de remplacer tout par... remplacer les z par les z moins exponentielle pi i sur n. Juste un petit changement de variable. Ici, on a 1 plus z puissance n. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une dérivée. C'est 1 sur f', 1 sur 1 plus z puissance n prime. Ok, et évalué en exponentielle pi i sur n. Alors évidemment, j'ai conscience que la notation ici doit piquer les yeux de beaucoup de monde ici. Je sais bien qu'on n'écrit pas ce genre de truc comme ça. C'est pas un drame ici parce que on sait quelle fonction on dérive, on sait qu'il n'y a pas d'embrouille, quoi. On sait exactement ce qu'on fait, mais autant que vous pouvez, surtout dans les copies, éviter d'écrire ce genre de notation. Posez la fonction qui est z associée 1 plus z puissance n, et ensuite vous dérivez cette fonction-là. Cette chose-là telle qu'elle, ça veut rien dire. Mais on comprend ce que ça veut dire. Donc là, pourquoi je dis que c'est égal à ça? Parce que là, vous avez un taux de variation, en fait. Vous avez 1 plus z puissance n moins cette même fonction évaluée en 0 sur z moins, cette même fonction évaluée en exponentielle de pi i sur n, qui fait 0, sur z moins exponentielle pi i sur n. Okay, et vous faites tendre vers 0, c'est la limite d'un taux d'accroissement, c'est bien la dérivée. Et cette chose-là, on sait la dérivée. Donc c'est 1 sur n z puissance n moins 1 évalué en exponentielle pi i sur n. Donc pareil, là j'ai écrit 1 sur n z puissance n moins 1, c'est pas ça, c'est la fonction, c'est sous-entendu la fonction qui a z associe z puissance n moins 1. Mais j'évite de rajouter beaucoup de notations, juste pour pas se perdre et pour pas trop compliquer les calculs ici. Ok? Donc encore une fois, n'écrivez pas ce genre de truc. Enfin, n'écrivez pas ce genre de truc en copie de manière générale. Si vous faites des calculs sur un brouillon, c'est pas un drame, mais évitez de le faire quand ça a d'importance. Et donc finalement, là on obtient que ça fait 1 sur n fois exponentielle de pi i sur n fois n moins 1. Et ça c'est super, parce que exponentielle de pi i fois n sur n, ça on maîtrise, ça fait juste moins 1. Donc vous avez moins exponentielle de
pi i sur n fois n. Et là, on avance bien. On avance très bien, parce que maintenant, ce qu'on a montré, c'est que l'intégrale de f sur le chemin gamma, c'était 2pi fois moins exponentielle de pi i sur n, le tout sur n, où le chemin gamma, c'est le chemin qui fait cette chose-là, jusqu'à r, un rayon fixé qui est plus grand que 1. Ici, il y a le pôle. Ici, il y a la racine de l'unité. Il revient par là, le chemin. Et il fait un demi-cercle ici. Enfin, pas un demi-cercle, une portion de cercle. Ça, c'est le chemin gamma. Ok. Maintenant, on va découper notre intégrale en plusieurs chemins. La première intégrale, c'est l'intégrale le long de ce chemin-là, gamma 1. La deuxième, c'est le long de ce chemin-là, gamma 2. La troisième, c'est le long de ce chemin-là, gamma 3. Et donc, cette chose-là, vous voyez que c'est l'intégrale le long de gamma 1, ça c'est juste la relation de Chasles, l'intégrale le long de gamma 2, plus l'intégrale le long de gamma 3 de f. Et ça, c'est égal à 2pi i sur n, fois moins exponentielle de pi i sur n. Ok. Bon, maintenant, il va s'agir d'estimer ces quelques trucs-là. Celle-là, la première, c'est facile. C'est ce qu'on veut. C'est l'intégrale de 1 sur z puissance n plus 1 dz, le long de ce chemin-là, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et r de cette même chose. Donc ça, on maîtrise. Gamma 2, on y touchera plus tard parce que c'est un truc circulaire, ça a l'air d'être vachement plus compliqué a priori. Regardons gamma 3. L'intégrale le long de gamma 3, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale le long de gamma 3 de dz sur z puissance n plus 1. Gamma 3, il va dans ce sens-là. Ok? Donc si je le fais aller dans l'autre sens, comme ça, je prends un moins. Ok? C'est moins l'intégrale le long de ce chemin-là, qui va dans l'autre sens. Alors évidemment, ils sont superposés, ils vont juste l'un dans l'autre sens. Ok? C'est moins l'intégrale sur gamma 3 tilde de dz sur z puissance n plus 1. Ok, et maintenant, quitte à reparamétrer gamma 3, ce qui ne change pas la valeur de l'intégrale, si je fais un reparamétrage croissant, et ben je peux dire que gamma 3, c'est juste, gamma 3 de t, ça va être t sur r fois exponentielle de, donc je cherche l'angle ici c'est 2pi sur n i. Donc ce chemin-là, gamma 3, vous pouvez vous convaincre qu'il parcourt effectivement cette chose-là, en commençant ici, en finissant là, et pardon, excusez-moi, le R est en haut. Si le R est en haut, ça va marcher. Voilà, c'est ça. Il commence à 0, il finit là-haut, et il se balade linéairement le long de ce truc-là. Ok, donc ça c'est moins l'intégrale du coup de 0 à 1 de gamma 3 tilde prime de t sur gamma 3 de t puissance n plus 1. Ok, bon bah regardons ce que ça donne. Ici on a moins l'intégrale de 0 à 1 de... alors, ici on a r t exponentielle de 2pi i sur n, le tout à la puissance n plus 1. Ok, ici on a tr, on prend un 2pi sur n i grâce à non, pardon, pas du tout. On n'arrive pas à l'exponentielle. Excusez-moi, je fais des erreurs de calcul, ça pas du tout. Ok, cette fois-là, c'est bon. Donc, on dérive cette chose-là et le t saute. C'est bien ça. Alors, je suis désolé, c'est pas hyper propre. Et donc, on dérive gamma, qui est cette chose-là. On dérive gamma 3 tilde, qui est cette chose-là. Le t saute, il reste r exponentielle. C'est bien ça, dt. Je suis désolé pour ce petit cafouillage. On continue à regarder ce qui se passe. Alors ici, on a un exponentiel de pi sur n qui va être à la puissance n. Donc ça nous fait juste un 1. C'est l'intégrale de 0 à 1 de r exponentielle de pi sur n fois r t puissance n plus 1. Et là, j'utilise que l'exponentielle de 2pi sur n, c'est une racine de l'unité. Et j'oublie le moins. Et maintenant, je peux sortir cette chose-là. Fois l'intégrale de 0 à 1 de... et maintenant, il va me rester r sur rt puissance n plus 1 dt. Et ici, maintenant, je pose u égale rt. Et j'obtiens que c'est moins exponentielle de pi sur n fois l'intégrale de 0 à r de du sur u puissance n plus 1.
Et vous reconnaissez ici, évidemment, cette chose-là. Ça commence à sentir bon. Il va nous rester que gamma 2 à évaluer. Alors maintenant, si on regarde ce qu'on a obtenu, on obtient donc que l'intégrale de 0 à r de dx sur x puissance n plus 1, ça c'est le long de gamma 1, hein, plus, qu'est-ce qui se passe le long de gamma 3? On a moins exponentielle de pi i sur n, l'intégrale de 0 à r de la même chose en fait. Et il reste le truc le long de gamma 2, que pour l'instant, bon, on maîtrise pas trop. Et ça, on avait dit que c'était égal au résidu, fois 2pi, hein. C'est le théorème des résidus qui nous le donne. Et on avait calculé cette chose-là pour le résidu. Ok. Maintenant, à quoi ça va ressembler ça? Bah, l'intégrale de f le long de gamma 2, c'est l'intégrale de f le long de cet arc de cercle-là. Ok. Donc on prend gamma 2, un chemin qui parcourt cet arc de cercle dans ce sens-là, et on regarde ce que ça donne. Bah, on a l'intégrale de gamma 2, le long de gamma 2 de f, c'est l'intégrale pour t variant de 0 à 1 de gamma prime de t, donc gamma 2 prime de t sur gamma 2 de t à la puissance n plus 1. Et en fait, ce que j'affirme, c'est que cette chose-là, c'est tout petit. Cette chose-là, c'est tout petit parce que, alors c'est tout petit pour r grand, évidemment, c'est tout petit pour r grand parce que là, on va avoir un 1 sur un truc de l'ordre de r à la puissance n plus 1. Le plus 1, peu importe, hein, mais le truc de l'ordre de r porté à la puissance n, ça va écraser tout le contenu de l'intégrale. Et alors, comment on vérifie ça? Et ben, vous calculez bêtement le module par inégalité triangulaire. Vous savez que ça, c'est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de gamma 2 prime de t. Je prends le module, le tout sur gamma 2 de t à la puissance n plus 1 en module. Le corollaire de l'inégalité triangulaire me permet de minorer le dénominateur. Ici j'ai gamma 2 prime de t, et ici j'ai gamma 2 de t puissance n moins 1. Okay, là j'utilise le corollaire de l'inégalité triangulaire pour minorer le dénominateur par cette chose-là. Je vous laisse vérifier le détail. Et ça, il y a un module ici, et ça, le module de ce truc-là, ça va être r, évidemment. Ça c'est 1 sur r puissance n moins 1 fois l'intégrale de 0 à 1 de gamma 2 prime de t en module. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la longueur du chemin. Du chemin gamma 2 prime. Du chemin gamma 2. Et donc, la longueur de ce chemin-là, vous voyez que c'est un arc de cercle, ok, d'angle 2pi sur n et de rayon r. Donc ça, cette longueur, c'est 2pi sur n, r. Et donc au total, tout ça, c'est plus petit que r fois 2pi sur n sur r puissance n moins 1. Et ça tend vers 0 quand n tend vers plus infini, parce qu'on a supposé n supérieur, pardon, quand r tend vers l'infini, parce qu'on a supposé que n est supérieur ou égal à 2. Donc cette chose-là, quand r tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Cette chose-là, ça tend vers l'intégrale de 0 à l'infini de la même chose. Cette chose-là, ça tend vers l'intégrale de 0 à l'infini de la même chose, toujours quand r tend vers l'infini. Et donc si on regarde cette formule-là, et qu'on fait tendre r vers l'infini, on obtient une équation qui fait intervenir l'intégrale qu'on cherchait, et on va pouvoir la résoudre et conclure. Donc je fais tendre r vers l'infini. Qu'est-ce que j'obtiens? L'intégrale de 0 à r, donc de 0 à l'infini, excusez-moi, de dx sur x puissance n plus 1 moins exponentielle 2pi i sur n fois l'intégrale de 0 à l'infini de dx sur x puissance n plus 1. Tout ça, c'est égal à 2pi i sur n fois moins exponentielle pi i sur n. Et c'est tout. Et maintenant, je regroupe tout ça, et j'obtiens que l'intégrale de 0 à l'infini de dx fois x puissance n plus 1, c'est égal à 2pi i sur n fois moins exponentielle pi i sur n, le tout sur 1 moins exponentielle 2pi i sur n. Ok, donc là on a déjà une expression en fait, c'est terminé là. On peut la simplifier un petit peu parce qu'elle fait encore à intervenir des nombres complexes. Pour que notre expression soit vraie, ce serait bien qu'au moins elle soit réelle. Donc vérifions ça. On va faire intervenir, donc on va faire sortir le moins ici, moins 2 pi i sur n. Ici, on va diviser en haut et en bas
par exponentielle de pi sur n, donc on le fait disparaître ici. Il nous reste exponentielle de moins pi sur n ici, moins exponentielle de pi sur n ici. Ok, le moins ici, je l'utilise pour retourner les deux trucs, et donc on obtient que 2i sur exponentielle de pi sur n moins exponentielle de moins pi sur n fois, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Pi sur n. Et cette chose-là, bah, c'est le sinus. Et donc il nous reste pi sur n fois sinus de pi sur n. Et donc on a bien une expression extrêmement simple de notre intégrale qui fait intervenir assez étonnamment un sinus. Et alors vous pouvez vérifier que cette expression-là vous donne bien la même chose dans les petits cas, n égale 2, 3, 4, 5. Ça fonctionne très bien. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer, histoire d'illustrer un peu la puissance de ce théorème aujourd'hui. Il y a évidemment plein d'intégrales qui se calculent de cette manière-là, plein de sommes infinies aussi. Donc n'hésitez pas à jouer avec des intégrales qui n'ont pas l'air faciles, à essayer de trouver des contours comme ça, intelligents pour intégrer. On fera beaucoup plus d'exemples, je pense, dans la suite. Mais ouais, un bon début pour ce genre de choses, ça peut être d'essayer de refaire par exemple, alors je vais vous donner un exercice, ce truc-là. Donc c'est plus facile que ce qu'on a fait dans la vidéo, hein, mais bon, c'est pour que vous le cherchiez un peu tout seul, quoi. Ça va être de calculer l'intégrale, on va dire de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur x carré plus 1. Bon, ça vous savez le faire avec une arctangente, hein, c'est pas difficile, mais de le faire en utilisant ce contour-là. Donc, je vous dessine. Regardez. Cette chose-là, espèce de demi-cercle comme ça, parcouru une fois dans le sens direct, entre moins R et le rayon R. Donc n'hésitez pas à essayer de faire ce truc-là pour vous donner un peu une idée de comment ça marche, ce genre de choses à base de résidus. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour de nouveaux exemples d'application de ce très joli et très puissant théorème.